Toute vie est intéressante, toute expérience de vie est passionnante, quel que soit le trajet de vie auquel nous faisons face. Racines et récits. Racines et récits. Le podcast des généalogistes de l'U-Projet. Racines et récits vous propose 2 fois par mois une rencontre avec un généalogiste familial professionnel pour découvrir une facette étonnante et méconnue de votre histoire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Racines et récits. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question essentielle. Comment conserver, transmettre et faire vivre la mémoire immatérielle de nos grands anciens? Dans presque toutes nos familles, il y a un grand-père, une grand-tante, un ancien qui avance en âge, porteur de souvenirs précieux. Des souvenirs qui racontent non seulement sa vie, mais aussi celle de tout un entourage, d'une époque, parfois même d'un monde qui disparaît peu à peu. Et il serait infiniment regrettable que ces récits, ces anecdotes, ces fragments de mémoire se perdent avec le temps. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Stéphane de Mazure, généalogiste familial et vice-président de l'U-Projet, qui, pour une fois, passe de l'autre côté du micro afin de partager son expérience et ses conseils sur la manière de recueillir et de préserver cette mémoire familiale, si fragile et pourtant si essentielle. Stéphane de Mazure, bonjour. Bonjour Christiane, et merci pour cette invitation qui effectivement inverse les rôles. Stéphane, tu as développé une offre de podcasts familiaux qui permet justement de conserver cette mémoire de nos grands anciens. Comment abordes-tu ce sujet et pourquoi t'es intéressé à ce mode de transmission? Alors Christiane, j'ai pour habitude de dire que nos anciens conservent dans la mémoire bien plus que leurs souvenirs personnels liés à leur existence propre, j'allais dire à leur temps de vie. Par exemple, une personne de 90 ans aujourd'hui a certainement connu elle-même ses parents et ses grands-parents, peut-être même plus, peut-être des arrière-grands-parents, ce qui fait qu'elle possède en elle la trace de 130 ou 140 années d'histoire de sa famille. Donc l'interroger, c'est remonter à ses sources uniques et personnelles et qui, à la disparition de la personne interrogée, disparaîtront instantanément et à jamais avec elle. Comme des vieilles photos dont nous n'aurions pas pris la précaution de faire inscrire au dos le nom des personnes présentes sur ces photos. Qui pourra les reconnaître plus tard? Donc je pense qu'il s'agit en fait d'un devoir de mémoire à l'égard de ces grands témoins, mais aussi un devoir de transmission envers les jeunes générations. Nos grands anciens aussi ont été jeunes, ils ont vécu, ils ont aimé, ils ont éduqué des enfants, ils ont été témoins d'événements de leur histoire et de l'histoire en général, et c'est passionnant de les interroger sur ces sujets. Avant d'être généalogiste familial, tu as longtemps exercé la profession de journaliste. Cette expérience t'a-t-elle aidé à mettre en place cette offre? Alors oui, c'est vrai, le métier de journaliste est proche de celui de généalogiste sur plusieurs points. Parce que lorsqu'on est journaliste, on utilise des méthodes communes dans les enquêtes que nous sommes amenés à réaliser. Chercher l'information, aller aux sources de cette information, la vérifier, chercher des interlocuteurs. Que faisons-nous d'autre quand nous remontons le temps pour identifier des ascendants et construire un arbre généalogique ou rédiger une monographie? Et j'ajouterais que dans le travail de journaliste, nous rencontrons énormément de personnes et de témoins d'événements. Donc recueillir leurs témoignages, les interviewer, c'est avant tout s'intéresser à eux pour les aider à exprimer au mieux ce qu'ils ont à nous dire. Et pour ces podcasts familiaux, c'est exactement la même chose. Et je me suis dit qu'appliquer les mêmes méthodes serait une bonne approche. Justement, quelle méthode tu préconises pour réaliser au mieux ces entretiens? Alors pour ma part, j'ai choisi le podcast audio comme outil de recueil et de transmission de la mémoire vivante. Parce que c'est un outil simple et qui ne demande pas trop de matériel et de connaissances techniques. Et il est ensuite très facile de le mettre à disposition d'écoute sur des plateformes comme Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Parce qu'il existe pour cela des applications peu onéreuses qui nous guident dans le process de publication. Et je pense notamment à Podcastix, que nous utilisons à l'U-Projet pour Racines et Récits. La véritable difficulté n'est pas donc dans la technique, c'est d'entrer dans l'intimité des gens, les rassurer et les mettre dans les meilleures conditions de transmission. Et je préconise pour cela 4 étapes pour réussir son podcast. D'abord, préparer l'entretien, c'est-à-dire rencontrer la personne avant de l'enregistrer. Ça permet de cibler les étapes majeures de sa vie, d'identifier les zones sensibles et même de connaître un peu la personne dans son intimité. Ensuite, il faut préparer un synopsis. Un synopsis, c'est juste un guide d'entretien
qu'on transmet à la personne avant l'enregistrement et qui lui permet de placer les différents éléments qu'elle sera amenée à nous raconter et à être à l'aise avec les questions qu'on va lui poser. Ensuite, il faut l'enregistrer chez elle. Je préconise d'aller chez la personne pour qu'elle soit dans sa zone de confort, dans le fauteuil de son salon, à la table de sa cuisine, où elle veut, mais qu'elle soit à l'aise pour rentrer dans cet entretien. Parce que si c'est pas facile d'interviewer quelqu'un, c'est aussi pas facile d'être interviewé, et je suis bien placé pour le dire aujourd'hui. Et enfin, réaliser le montage après l'enregistrement pour enlever les zones d'incertitude, pour enlever les bafouillements, pour ajouter peut-être des éléments audio, des petites virgules, des illustrations sonores, voilà. Et pour ça, je préconise de travailler avec un ingénieur du son pour optimiser la qualité de la restitution. Bien, après tous ces détails, y a-t-il une recette, un truc infaillible pour réussir son podcast? Alors, 3 mots: aimer les gens. C'est pour moi la clé qui ouvre toutes les portes. Interroger quelqu'un, ce n'est pas juste poser une question et attendre la réponse avant de passer à la suivante. C'est d'abord s'intéresser à la personne, à sa vie, à ses ressentis, sans bien sûr tomber dans le pathos excessif ou la recherche du spectaculaire. Ça, c'est le mauvais côté du journalisme. On n'est pas dans ce cadre-là. Toute vie est intéressante. Toute expérience de vie est passionnante, quel que soit le trajet de vie auquel nous faisons face. Un ancien ouvrier du bâtiment ou un chauffeur de bus a pour moi autant de choses à dire qu'un grand capitaine d'industrie ou un homme politique célèbre. Car il ne faut pas oublier que l'auditeur final du podcast est un membre de la famille ou un ami proche. Il faut donc être capable de réagir dans l'instant face à l'interlocuteur et être prêt à rebondir sur des propos dont nous ressentons qu'ils peuvent nous conduire sur des terrains pas forcément préparés à l'avance. Je me souviens par exemple d'une personne que j'ai interviewée à côté de sa femme et qui tout à coup a révélé un souvenir que sa femme ne connaissait pas et qui l'a ému aux larmes. J'ai vu les larmes couler sur le visage de sa femme. C'était un souvenir merveilleux, mais qu'il n'avait jamais exprimé sous la forme d'un ressenti. Ce fut un moment magique de vérité et d'amour conjugal entre 2 personnes de 90 ans. Et pour moi, un moment d'émotion inoubliable. Et pour ceux qui écouteront cet entretien, ils s'apercevront à ce moment-là que le grand-père ou la grand-mère ne sont pas que des personnes âgées à qui on va rendre visite 2 fois par an ou de qui on attend des cadeaux à Noël, quoi. Mais des personnes qui ont vécu, aimé et qui aiment encore et qui ont tant de choses à nous dire. En fait, pour toi, le métier de généalogiste, ce n'est pas simplement aller fouiller dans les archives. Alors, fouiller dans les archives, c'est quand même la base du métier. Donc je ne veux surtout pas dévaloriser ou sous-estimer cette partie de notre travail qui est essentielle et qui requiert d'ailleurs des connaissances pointues, aussi bien dans la nature des sources qui nous sont proposées, autant qu'une grande culture générale pour identifier justement ces sources à travers les époques. Mais j'insiste sur un point majeur, qui est le témoignage vivant et unique d'une personne, parce qu'elle vient éclairer l'histoire familiale à travers un regard et une leçon de vie. Le podcast générationnel, c'est aussi recueillir ces leçons de vie qui, pour moi, doivent se transmettre de génération en génération. Alors là, j'ai un autre exemple très personnel. Lors d'une cousinade organisée l'été dernier, pour ma famille, j'ai retrouvé des enregistrements de mes grands-parents paternels datant de près de 30 ans. Je les ai numérisés et restitués sous la forme d'un podcast, accompagnés de témoignages de leurs petits-enfants. Et réentendre leur voix après tant d'années a été pour beaucoup un moment d'émotion très fort. Et d'ailleurs, je veux dire que quelques larmes ont coulé sur les visages. Recueillir ces témoignages, c'est donc aussi se projeter dans l'avenir et penser que ça sera écouté dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Utilises-tu aussi la vidéo? Alors, moi, pour ma part, j'ai choisi la formule du podcast audio pour 2 raisons principales. D'abord, comme je l'ai dit en démarrant l'émission, parce que c'est facile, c'est maniable et ça ne demande pas de se trimballer avec une régie chez quelqu'un, avec des caméras, avec de la lumière, etc. Ensuite, peut-être pour des raisons de pudeur, parce que beaucoup d'anciens peuvent être effrayés ou gênés par la présence d'une caméra, et alors qu'on oublie rapidement la présence d'un petit micro-cravate sur sa veste. Voilà donc, mais si la personne est à l'aise avec la caméra, alors il ne faut pas hésiter à s'en servir. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas faire de vidéo, mais c'est juste techniquement plus contraignant et financièrement plus onéreux pour le travail de post-production et de montage. Mais c'est aussi, bien évidemment, un très bel outil. Si l'image se conjugue avec le son, et si tout fonctionne bien, il ne faut pas hésiter à le faire. Alors, quelles limites ou précautions éthiques il faut garder à l'esprit? Alors, il existe pour moi une limite au podcast, c'est celle d'être tenté de faire exprimer aux gens des éléments de leur vie trop intimes.
Et je pense qu'il faut respecter leur volonté et c'est pour cela que le travail de préparation est essentiel. En revanche, ne pas hésiter à laisser des silences s'installer pendant l'entretien. Les personnes peuvent avoir besoin de temps pour exprimer quelque chose et il ne faut pas les interrompre dans ces moments de silence. J'allais dire, pour utiliser un oxymore, il y a des silences éloquents. Le travail de montage ensuite permettra de les gommer si c'est nécessaire. Alors Stéphane, en conclusion, penses-tu que l'on devrait enseigner l'entretien audio dans les formations en généalogie, telles la formation Blois, les différents DU, voire à l'EAG à Strasbourg? Oui, on constate que effectivement toutes ces formations se concentrent énormément sur des éléments techniques, sur des techniques de recherche, sur la paléographie, sur l'héraldique, sur, voilà, comment rechercher une cote dans les archives départementales. C'est essentiel, j'ai déjà dit, on doit savoir faire ça. Mais on oublie l'aspect humain souvent et que notre métier est aussi un métier humain. Et donc je pense qu'il est essentiel d'apprendre à faire parler les gens. Réaliser une interview n'est pas quelque chose d'inné. Ça ne s'improvise pas, ça se prépare et ça requiert, et je le répète encore une fois, de l'empathie pour être capable d'entrer dans une forme d'intimité. En une phrase, je dirais, le podcast générationnel, c'est l'intimité sans le voyeurisme. Stéphane, un grand merci pour ta participation à Racines et Récits. Nous avons joué le jeu d'intervertir les rôles. Et je précise donc, comme tu le fais à chaque fois, l'adresse de ton site, origine.site, qui permet de découvrir l'étendue de ton offre. Merci Stéphane. Merci Christiane, je dois dire que j'ai hâte de reprendre ma place de l'autre côté du micro, c'est quand même plus confortable. Vous venez d'écouter Racines et Récits, saison 2, épisode 2. Ce programme, disponible sur toutes les plateformes de lecture, a été présenté par Christiane Menot et réalisé par Julien Ruquier. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site de notre association upro-g.fr. Rendez-vous pour notre prochain épisode le 6 février. À bientôt et merci de votre fidélité.